dit d'emblée, si mon intérêt dès le départ était davantage de susciter des questions en mettant quelques éléments sur la table plus qu'en apportant des réponses, c'est d'autant plus vrai dans ce dernier bloc, puisque je pense que, j'en suis convaincu, que vous êtes les mieux placés pour répondre à la question « faire jeune ou se faire proche des jeunes » ou pour répondre à la question « comment saisir la vague » ou pour éventuellement reformuler la question autour de la vague. Voilà. Donc, quelques considérations. Pourquoi est-ce que vous intervenez auprès des jeunes? Pourquoi est-ce que vous êtes engagé en pastoral jeunesse? On pourrait dire, hein, vous savez que au-delà, en deçà, je ne sais pas trop comment dire, de vos motivations, de vos intérêts, de vos désirs individuels et particuliers, socialement, on s'est intéressé à la jeunesse dans son histoire à peu près toujours pour les trois mêmes raisons. Et que, en avoir conscience que socialement et collectivement, au-delà des intentions particulières des acteurs, on s'intéresse à la jeunesse pour à peu près toujours les trois mêmes raisons. Des fois, ça nous permet d'un peu nous situer puis de nous poser des questions. Il y en a émergé tantôt, des questions qui étaient de cet ordre-là. D'abord, on s'est intéressé à la jeunesse parce qu'on a voulu la protéger d'elle-même. Hein? On a voulu encadrer la jeunesse dans l'histoire des jeunes en Occident pour dompter les démons qui risquaient à tout moment de les assaillir. On craignait pour la jeunesse. On va parler même de prévenir l'adolescence. Puis, encore aujourd'hui, collectivement, au-delà des intentions individuelles, il y a aussi de ça à l'intérieur de la société. On prévient la jeunesse. On a aussi voulu, on s'est intéressé à la jeunesse, c'est pour ça qu'on a créé des systèmes d'éducation, pour s'assurer qu'ils soient en mesure de relever les défis de la cité, hein, qu'ils soient bien préparés. Ça a d'abord commencé dans l'aristocratie. On a voulu que les fils soient capables de prendre la relève. Ça s'est étendu à la bourgeoisie. Puis, aujourd'hui, c'est davantage démocratique, mais on s'intéresse aux jeunes pour qu'ils soient en mesure de prendre la relève. Et finalement, on s'intéresse aux jeunes aussi de manière plus globale, générale, ça n'exclut pas les deux autres, parce qu'on souhaite la pérennité de nos institutions, de nos propres engagements, pour qu'ils puissent faire sens dans le temps. Et là, je le dis comme ça, mais c'est tout à fait légitime. Hein? Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'acte de transmission. Mais donc, d'être conscient de ces motivations, pourquoi et pour qui intervient-on auprès des jeunes, en se disant d'emblée qu'il n'y en a pas de mauvaise, mais ça nous permet peut-être de chercher davantage de cohérence entre ce qu'on souhaiterait faire, les résultats qu'on souhaiterait voir apparaître, la manière d'accompagner les modèles. Et c'est une des premières questions que j'oserais poser pour l'intervention. De quel type de libération, quand on intervient auprès des jeunes, on souhaite créer? Hein? Surtout dans le religieux, on est porteur. Ou on pourrait dire, de quel salut est-ce qu'il est question? Avec tout ce qu'on a dit sur l'univers, sur l'immédiateté, sur le divertissement, sur les propositions de sens, sur ça. Au final, de quel salut est-ce qu'il est question quand on s'adresse à eux? Et puis, ça peut paraître clair et évident, j'imagine, hein? Puis vous l'avez dit même à travers même vos motivations, là, à votre manière. Mais je ne sais pas, moi, comment, vous le savez mieux que moi, comment on répond à un jeune qui nous demande c'est quoi le salut, ça? Préciser les motivations. Il me semble qu'il se met trop clair avec quelles sont nos motivations premières. Vous savez, c'est même une question éthique, hein, d'une certaine façon. On le dit depuis le début, on projette sur les jeunes quelque chose. On pourrait aussi projeter sur les jeunes la survie des patentes du monde adulte. Puis, hein? Bon. Que ça perdure, c'est une chose. Pour qui, pour quand, comment, que ça survive. En tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse tant qu'à moi, là, je ne suis pas en pleine opposition, mais être au clair avec ça va orienter la posture qu'on prend lorsqu'on s'adresse. Puis vous-même, vous l'avez soulevé la question tantôt, là, il y en a qui ont réagi dans notre pastoral, là, je pense qu'il y avait un peu de ça là-dedans, hein? Qui on place où, quand, comment, et voilà. Et en même temps,
je dirais, pas à contrario, là, mais pour vous dire, il serait tout aussi illusoire de croire, et certains l'ont cru, même si ça ne peut pas se produire, que c'est en ne transmettant rien qu'on aide. Parce que d'une part, on transmet toujours, c'est toujours horaire du vide, la transmission, ça se remplit, hein? Et que c'est peut-être le meilleur service à rendre. Là. Mais être au clair avec ça, sur les motivations. Le cadre, l'espace et le temps, ça revient à ce qu'on disait tantôt, et là je relance tout simplement la question, dans nos interventions, dans nos accompagnements, quel est l'espace que nous aménageons? Quelles en sont les limites? Est-ce un espace ou est-ce un lieu? Quel est le temps? Et c'est le temps de qui? Est-ce que c'est le temps des jeunes? Est-ce que c'est le temps de l'institution? Est-ce que c'est le temps des intervenants? Est-ce que c'est le temps... bref, adresser, poser, adresser, c'est un anglicisme, la question du temps. Petite remarque, inscription dans la durée, voilà ce que j'étais en train de dire, c'est l'autre remarque plutôt. Le temps, on pourrait en discuter longuement, qu'on a passé rapidement, mais il me semble que la question du temps, particulièrement auprès des jeunes, est une espèce d'impensé. Tout le monde a l'impression de courir après son temps, tout le monde est en manque de temps, les jeunes n'ont pas le temps, on n'arrive pas à les rejoindre. Or, les enquêtes sur les jeunes, là je voudrais dire son nom, mais il m'échappe, son nom me reviendra, démontrent notamment par l'utilisation d'Internet et des médias sociaux qu'il s'instaure un rapport au temps qui est une question de sens, qui n'est pas simplement une question d'agenda chargé. Hein? Qui est de l'ordre de, oui, l'agenda est chargé, mais c'est ce qui me fait vivre, qui est allié avec l'immédiateté dont on a parlé. Et il y a là plus qu'ils sont trop occupés ou on va leur faire suivre des cours de gestion, organisation 101, puis on va régler la chose. Là. Il y a là un enjeu de sens ou de prise qui serait probablement situé aussi en lien avec les espaces rituels. Vous savez, autrefois, les traditions religieuses marquaient le temps et contrôlaient le temps. Hein? L'angélus, la messe quotidienne, les vêpres. Aujourd'hui, finalement, il y a à la fois un autre rapport au temps et peut-être aussi une autre forme de ritualité. En tout cas, il y a des questions à se poser sur le temps. Je trouve qu'on est dans une société où on se les pose assez peu. Donc, le temps, ce n'est pas un problème, mais c'est une caractéristique de l'univers de sens actuel. Ensuite, autre question, vous nous en avez parlé vous-même, qu'est-ce que transmettre? Est-ce que transmettre, c'est transmettre des contenus, des savoirs, des connaissances dans le modèle actuel ou dans la société actuelle? Ou est-ce que transmettre, c'est poser les conditions d'une expérience? Ce qui n'enlève pas, éventuellement, des connaissances, des savoirs et des... Mais la transmission, particulièrement la transmission religieuse, est-ce que c'est d'un vase plein à un vase vide ou c'est la mise en place de conditions d'une expérience? Et là, je le redis encore, il y a des informations, des connaissances qui sont nécessaires à l'expérience. Là. Un n'exclut pas l'autre. Mais il me semble que c'est une question à se poser. Il me semble aussi, j'en identifie deux, mais vous en connaissez peut-être d'autres, deux écueils à éviter à partir de ce qu'on a dit depuis le début. L'écueil de la tabula rasa, là, hein, on jette tout, là. Puis on recommence, là. On déclare faillite, puis on repasse à un autre nom. Ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Ces jeunes-là, de toute façon, ils n'en connaissent pas. On jette tout. Il n'y a rien, finalement, dans le monde actuel, puis dans leur façon de voir les choses qui est valable. Donc, on efface, on essaie de recommencer quelque chose avec eux. Ou, l'autre écueil à éviter, l'étreinte. Tout ce qu'ils vivent et connaissent est nécessairement bon, magnifique, majestueux, et même dans leur transmission religieuse pour ceux qu'ils en ont eu. Et donc, entre les deux, il me semble qu'il y a une posture à la fois critique et intelligente à maintenir entre le champ vide et le champ plein, finalement. Ensuite, jeunes religieux et religion et société de consommation, on en a parlé. Comment accompagner dans une période ou dans une quête ou dans une époque, voilà, c'est ce que je cherchais,
où l'autonomie et le contrôle est important, ou en tout cas paraît important. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner en autonomie? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un devienne autonome? Qu'est-ce qui permet véritablement l'autonomie? Est-ce que l'autonomie, c'est tout décider par soi-même? Ou est-ce que l'autonomie, c'est être capable de naviguer, de se diriger dans sa propre vie, ce qui n'exclut pas les autres? Hein? Comment donc accompagner ou être présent ou se faire proche ou prendre la vague dans une culture où on le dit, où il y a la prégnance du soi, l'authenticité, l'expressivité, dans une culture où on a parlé de divertissement, de bonheur ici-bas? Est-ce qu'on surfe sur la vague? Est-ce qu'on va à contre-courant? Est-ce que... Les conséquences de ce divertissement, on en a également parlé. Le religieux et la religion sont déconnectés du bien commun et de la culture locale et reconnectés à la culture du marché davantage mondialisé. Et donc, comment, dans ces circonstances-là, rendre possible un salut? Il semble nécessaire d'identifier peut-être deux écueils, vous me le direz, mais un salut qui soit à la fois, non pas tant dans un refus de la culture, ça revient au tabula rasa de tantôt, en disant... c'est vous qui l'avez dit, hein? Moi, je fais juste répéter ce que vous avez dit, mais tantôt, il y en a qui ont dit, on essaie de voir Dieu, là, ça va être jésuite, ce que je veux dire, mais de voir Dieu en toutes choses, là. Ou en tout cas, il y avait des choses comme ça, hein? De voir le Christ à l'œuvre. Donc, si on essaie de le voir, il ne doit pas avoir refus complet de la culture, si on cherche, hein? Ou du monde dans lequel on est. Donc, pas dans un refus de la culture, mais pas dans les traintes dont on parlait non plus tantôt, c'est-à-dire en gardant à la fois un regard qui soit, en gardant un regard qui soit à la fois bienveillant, mais également critique. Comment donc construire avec les jeunes un univers de sens qui soit cohérent? C'est ce qui me semble être la grande question et à laquelle je ne répondrai pas, puisque c'est vous qui êtes les mieux placés pour y répondre, tout en étant porteur d'une tradition, tout en souhaitant, comme vous l'avez dit, être avec eux, solidaire et transmettre, offrir ce que vous avez reçu pour certains, c'est-à-dire dans votre parcours des personnes signifiantes au bon moment, être de ces personnes pour eux, et tout ça dans un contexte dont, et je termine là-dessus, les quelques traits que je vous ai proposés aujourd'hui, je le redis, c'est d'abord et avant tout pour tenter de susciter la réflexion, et c'est en rien exhaustif, mais ce sont les traits qui servent à expliquer, pas tant à justifier, pas tant à juger de la validité ou non, mais qui tentent le mieux possible à expliquer quels sont les défis de construction du sens chez les jeunes et, là, ça, c'est votre part, comment une tradition d'intelligence humaine et spirituelle comme le catholicisme peut accompagner ces jeunes-là, dont les défis est peut-être précisément d'autant plus, là je me répète, mais on fait souvent ça en enseignement, puis de toute façon, même dans ma vie de tous les jours, il y en a qui me le disent. Donc je me répète, et dont le défi est d'autant plus hardi qu'on est justement dans un contexte particulier, plus original, où les identités religieuses ne sont pas héritées et où on a désormais l'obligation, où on est sommé de construire le sens de nos existences. Est-ce qu'on peut penser la transmission, globalement, strictement comme un transfert de connaissances ou de savoir, à la manière magistrale? J'aurais le goût de dire, on ne le fait même plus en éducation. Hein? Voilà. Et d'autant plus quand on parle, et comme vous en parlez, d'une expérience religieuse ou de vouloir transmettre un héritage religieux, est-ce que le rôle du transmetteur n'est pas davantage de mettre en place les conditions qui vont permettre à l'individu de vivre l'expérience, ce qui peut inclure, comme je l'ai dit tantôt, éventuellement des éléments de connaissance? Et c'est surtout en réaction où j'ai travaillé les questions de transmission dans la suite des études de Grand Maison il y a plusieurs années, et souvent il y a des gens qui intervenaient en disant « de toute façon, la foi, ça ne se transmet pas. La foi, il faut la vivre. C'est une expérience. Donc, à quoi ça sert de parler de transmission si ça ne se transmet pas? »
souvent, c'était dans les milieux d'église. Puis là, en boutade, on a le goût de demander, bien, qu'est-ce qu'on fait ici d'abord? Si ça ne se transmet pas, tournons chacun chez nous, attendons que ça descende. Je ne sais pas trop, là. Donc, mais en même temps, il y avait quelque chose aussi dans le fait de dire c'est une expérience, puis on aurait beau faire un beau cours magistral avec des beaux PowerPoint, ça ne donne pas une expérience de foi, si on peut comprendre. Et donc, la transmission, dans cette perspective-là, je le redis, c'est peut-être de favoriser cette expérience-là, de mettre en place les conditions, les activités, les rencontres, l'accompagnement, la relation qui va permettre à l'expérience d'être vécue, plutôt que de penser qu'on peut tout simplement... C'était à peu près l'idée qu'il y avait derrière. Je sais pas, ça exclut pas des formes plus, appelons-les classiques, de transmission de savoir ou de connaissances, là. Mais ça les interpelle, ça les suscite. Et là, ils prennent sens de retourner à la tradition puis de savoir ce qui s'est historiquement passé après avoir vécu une expérience. C'est autrement que... Oui, voilà, exactement, des ancrages. Parce qu'on a souvent oublié, il y a 3 modèles de transmission, hein? Il y a l'instruction, il y a l'apprentissage et il y a l'initiation, hein? Dans les modèles classiques là, des anthropologues qui ont fait de... L'instruction, ça a été le modèle dominant, c'est-à-dire le maître qui sait, l'élève qui ne sait pas, puis le maître qui donne à l'élève. Mais il y a aussi l'apprentissage. C'est le métier d'apprenti, c'est le forgeron qui travaille avec quelqu'un de plus âgé, puis qui se tape ses doigts, puis qui apprend sur le tas, qui apprend dans l'expérience. Puis il y a les rituels initiatiques qu'on connaît bien. Mais on a eu tendance à privilégier le modèle de l'instruction. Il y aurait peut-être un équilibre à trouver. On a transmis la hiérarchisation de la valeur travail, c'est-à-dire qu'on a vu nos parents placer le travail avant les loisirs, mettons. Mais on n'a pas pu nous dire « je vais t'injecter le travail ». Hein? Ça s'est fait davantage dans l'ordre de l'apprentissage et dans l'ordre du choix et de la hiérarchisation. Et là, la valeur travail va peut-être conserver la même appellation, mais va changer dans le contexte. Et quelqu'un pourrait très bien dire, moi, le travail, c'est au centre de ma vie. Et dans le concret, la hiérarchiser assez différemment qu'une autre personne, ou en tout cas le vivre assez différemment qu'une autre personne. Donc, c'est plus la hiérarchisation, tant qu'à moi, qui se transmet, ce qu'on place en priorité, ce qu'on met comme étant essentiel, ce qui l'est moins, que la valeur, comme je disais tantôt, comme un objet qui aurait une substance. On travaille sur de la transmission. Pour moi, ce n'est pas moins de la transmission, mais ce n'est pas que de l'instruction. C'est aussi de l'apprentissage, c'est aussi de l'initiation et c'est aussi de l'instruction. Hein? Je suis loin de dévaloriser après avoir mis bien des informations sur un PowerPoint. Vous comprenez que je ne dévalorise pas pour autant les connaissances et les savoirs, mais que globalement, il y a plus qu'un modèle de cette transmission-là. Et je prends au vol parce qu'on en a parlé à la pause, puis je l'ai entendu dans les ateliers aussi. C'est plus un constat sociologique, mais je veux revenir sur... Il y a toujours transmission. À moins qu'on trouve ou on identifie, ça doit exister là, sauf dans des situations particulières, à moins qu'on trouve, on identifie des parents qui ne souhaitent pas le meilleur pour leur enfant. Mais dès qu'une génération, soit parent ou pas, hein, mais dès qu'une génération, comme vous l'avez affirmé, souhaite le meilleur pour la prochaine, elle transmet. Est-ce que c'est la même hiérarchisation? Est-ce qu'elle se transmet les mêmes éléments? Non, mais elle transmet. Et les baby boomers, on a beaucoup entendu ça en Église, hein, la rupture de transmission des baby boomers. Mais des fois, il faut se rappeler que cette rupture-là a été la rupture de transmission d'une certaine culture catholique. Je ne parle pas même pas de la culture catholique, je parle d'une certaine culture catholique. Et que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas transmis ça qu'ils n'ont pas transmis autre chose et que les jeunes actuellement sont héritiers de ça. Je trouve ça très drôle, dans le milieu de travail, là, on entend dire là, les employeurs souvent que les jeunes, c'est difficile avec eux parce qu'ils veulent terminer à une heure précise, ils placent en priorité la famille. S'ils ont des loisirs, on a l'impression qu'ils veulent travailler moins que leur génération avant. Ils ont été élevés en se faisant dire « sois critique, remets en question, il n'y a pas juste le travail dans la vie,
Puis profit de la vie, ça va être la société des loisirs. Fait que c'est pas étonnant que 20 ans plus tard, on retrouve des jeunes dans le milieu de travail qui... sont même. Ce qui a probablement le plus changé dans les modalités de transmission, c'est, là je reprends une phrase de François de Saint-Gly qui dit « Désormais, ce sont les héritiers qui écrivent le testament. » On n'est pas moins héritiers, mais il y a plus ou moins consciemment une espèce de devoir, est-ce que c'est toujours le cas, il faudrait voir, mais un devoir d'inventaire. Et l'individu se sent désormais autorisé à dire « Voici ce que j'ai reçu de mon héritage, mais ce que je mets de côté, ce que je prends et ce que je laisse. » Et donc, la transmission ne peut pas être pensée simplement de haut en bas avec, comme je disais tantôt, quelque chose qui s'impose à d'autres qui reçoivent. C'est une transmission à double sens. Là. Puis de toute façon, discuter avec les parents, puis vous l'avez dit vous-même, on est avec les jeunes parce qu'ils nous apprennent des choses. Hein? On est dans une démocratie intergénérationnelle. Est-ce que le salut qu'on souhaite, c'est la reproduction conforme? Est-ce qu'on est dans la reproduction ou est-ce qu'on est dans la transmission, dans le sens où on le dit? Si c'est le salut et la libération qu'on souhaite, bien, peut-être qu'elle va prendre d'autres formes que celles auxquelles, comme tu dis si bien, on tient et qui nous permet d'identifier. Et ce n'est pas de la rigidité quand on réagit comme ça. Hein? C'est pour soi-même aussi, quand on est dans la posture du transmetteur ou de l'accompagnateur, une question de sens. Parce que ça veut dire que l'engagement que j'ai eu, si je suis capable de le reconnaître et d'en reconnaître les fruits, ça donne sens à mon engagement. Et si je ne reconnais pas les fruits, bien là, pourquoi je l'ai fait? Mais bon, est-ce que c'est des fruits ou c'est l'arbre au complet? Ou c'est, faudrait voir, est-ce qu'on a les bons yeux pour le voir? Est-ce qu'on regarde le salut et la libération ou est-ce qu'on regarde, je ne sais pas, d'autres objets? Il y a ces questions-là, mais peut-être.